Salut, c'est Ariane de Confidence. Donc aujourd'hui, je vous présente un épisode très spécial. En fait, je sors de mes sentiers battus, de mes confidences habituelles et aujourd'hui, j'ai reçu la chorégraphe Hélène Simard pour parler spécifiquement de sa pièce Papillon qui a été présentée le 5 novembre dernier en live stream. Il y a de la danse contemporaine qui s'est présentée en live stream parce que en ce moment, c'est la COVID et ils ont dû comme adapter tout ça autant le processus de présentation que le processus de répétition. Donc, on parle de tout ça. C'est super intéressant. Puis pour vrai, le live stream, c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. J'ai vu un spectacle de danse contemporaine en pitch dans mon salon, emmitouflé dans mes couvertes en train de boire du thé. C'est pas ça d'habitude, là. Puis, bref, on parle de tout ça. Puis c'est pour ça que j'ai comme fait ça vite. Parce que je voulais le présenter le plus vite possible parce que du 13 au 15 novembre, vous avez la possibilité de le voir en rediffusion et je vous le conseille, mais tellement, là. Allez vivre l'expérience. C'est présenté, en fait, en collaboration avec Danse Cité. Donc, pour vous procurer des billets pour la rediffusion, allez sur le Facebook, voyons, comment on appelle ça? Un site Internet de Densité. Ou bien, en fait, ils utilisent la plateforme Le Point de Vente pour la vente de billets. Allez là-dessus, achetez les billets. Ils vont vous envoyer le lien pour pouvoir voir ça. Pour vrai, c'est... Wow! Pour vrai. Oui. Vas-y. Puis là, évidemment, vous n'allez pas avoir la merveilleuse qualité vidéo et audio que j'ai normalement parce qu'on a fait ça par Zoom, hein, parce qu'en ce moment, aujourd'hui, comme c'est enregistré, on est je sais plus on est quelle date, on est en novembre 2020, je l'ai filmé là. C'est là que ça se passe. Je dis n'importe quoi. C'est la vie en ce moment, fait qu'on s'adapte à ça, fait que je vous demande juste d'être compréhensif de la situation. C'est full intéressant ce qu'on dit, fait faut juste apprendre à faire abstraction de la qualité, puis être de la vidéo et de la audio. La audio, oui, affirmatif. Manques-tu des informations, là? Ça, j'ai tout dit. Bonne écoute! Hélène Simard, Allô, Ariane, comment ça va? ça va bien, toi? Oui, merci. Cool. J'ai le goût de commencer directement dans le vif du sujet en petite introduction. En fait, je pose toujours la même question parce que je suis curieuse de savoir c'est quoi ta définition pour toi de la danse contemporaine? Ouf, ben, tu sais quoi, c'est comme difficile parce que récemment, j'étais dans une conversation avec Lucie May sur c'est quoi comme les bases ou les fondations de la danse contemporaine, puis je me suis rendu compte que j'ai aucune idée. Euh, Moi, j'ai l'impression que ce que j'ai étudié à l'université, c'était de la danse postmoderne. Mm-hmm. Tu sais, quand je suis allée chercher, comme vraiment relire des notes, relire des lectures que j'avais faites au bac, parce que ça fait longtemps, vraiment, je pense qu'on était plutôt dans un mouvement postmoderne que contemporain. Puis je trouve que la danse contemporaine, c'est quelque chose qui s'est passé, en effet, à travers ma carrière. Donc, j'ai pas l'impression que je peux définir c'est quoi, parce que j'ai l'impression que c'est ceux qui viennent après un mouvement qui peuvent vraiment définir. Mm-hmm. Cela étant dit, je crois que la danse contemporaine évolue d'une histoire qui suit de la danse classique vers la danse moderne, vers la danse postmoderne, vers la danse contemporaine. Fait que c'est tout dans un flot.
qui s'informent. Et pour moi, je trouve ce qui, ce qui challenge les présupposés de la danse postmoderne dans le contemporain, c'est qu'il n'y a pas vraiment une base technique Mhm. globale que tout le monde voit comme la technique de base. J'ai l'impression que la danse contemporaine se pose sur plusieurs bases techniques et aime jouer à s'approprier plein de techniques différentes et s'ouvrir. Fait que c'est peut-être une danse un petit peu plus poreuse Mm. qui permet à plein d'influences à venir euh, informer les pratiques des artistes d'aujourd'hui. Mm. C'est super intéressant. J'aime ça. Euh, Puis, je suis curieuse aussi de savoir comment la danse est rentrée dans ta vie. Ben moi, j'ai commencé de danser avant que j'ai commencé de m'entraîner dans la danse. Tu sais, j'étais comme vraiment hyper active quand j'étais petite, encore aujourd'hui. Mais vraiment quand j'étais petite, puis je dansais tout le temps, tout le temps. Fait que là, ma mère m'avait inscrit dans des cours de ballet, dans des cours de mouvement créatif, dans des cours de claquettes. Mais c'était vraiment comme parascolaire, Mhm. pour le fun. Ouais. Puis là, quand j'avais comme 13 ans, je pense, j'avais pris un cours de comédie musicale. Tu sais, c'était un stage intensif pour l'été de comédie musicale, puis il fallait qu'on fasse comme, ouais, une comédie musicale avec du jazz, puis des tunes, puis hey, j'ai trippé, j'ai trouvé ça Faut- tellement le fun. Fait Ouais. qu'après ça, l'année d'après, fait que je pense que j'étais en septième ou huitième année, fait que c'est comme sec un ou 2. Mhm. J'ai commencé à prendre des cours de jazz, puis après du ballet. Puis j'étais vraiment jazz, ballet, ballet, jazz pendant super longtemps. Jusqu'à temps que j'arrive à Montréal pour étudier à Concordia. Et puis au début, je n'étudiais pas en danse, j'étudiais en sciences. J'ai fait un an dans un programme de sciences à Concordia, puis j'ai pris un cours de danse contemporaine, genre par. Ben, c'est un cours dans mon bac, mais comme un cours à choix dans Ah, mon oui, bac. ouais, cours complémentaire, là. C'est ça. Oui. Fait que c'est ça, j'ai tellement aimé que j'ai lâché mon bac, puis je me suis inscrite pour le bac en danse. Mhm. Fait que, ouais, j'ai l'impression que la danse a toujours fait partie de ma vie. Euh, Puis pendant longtemps, j'ai pas considéré que c'est quelque chose que je pouvais considérer comme carrière. Et je me questionne encore aujourd'hui si c'était un bon choix de carrière, mais nous voici. Ouais, Nous ouais. voici. Nous voici, nous voilà. Parce qu'en fait, c'est ça, dans le fond, la question qui vient après ça, c'est quelle forme la danse va prendre en ce moment dans ta vie. Tu parlais, c'est ta carrière, mais c'est ça, c'est la forme que ça a en ce moment. Tu es surtout chorégraphe. Je travaille en ce moment surtout comme chorégraphe, comme répétitrice, comme dramaturge en danse, comme critique, comme auteur. Euh, j'ai dansé professionnellement longtemps. J'ai dansé professionnellement 10 ans, 12 ans, avant de retourner aux études pour faire ma maîtrise. Puis décider que je voulais arrêter de danser, puis arrêter de faire la tournée. Je trouvais ça difficile avec une famille. Ouais. Euh, Fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment plus dans l'arrière-scène que sur la scène, puis j'aime bien, en Mhm. effet, ça me plaît beaucoup. Euh, Pas parce que j'aime pas ça de danser, en effet, je trouve que c'est plate quand on est chorégraphe, on a moins de temps pour danser nous-mêmes, Mhm. mais je trouve que j'aime bien le moment dans un processus où ce que moi, je peux plus rien faire, puis c'est les interprètes qui vont porter l'œuvre. Mhm. Puis c'est plus ma job de m'en occuper. C'est eux qui vont vivre la création. Fait que Mhm. ça me plaît énormément à un certain point d'avoir cette séparation-là entre moi et ma création, au lieu de toujours porter sa propre création en tant qu'interprète. Ouais, ah, c'est intéressant. C'est aussi le point de vue plus chorégraphe. J'ai reçu beaucoup de justement d'interprètes jusqu'à maintenant Hum, au podcast. Puis, tu sais, c'est ça, c'est eux justement, comme tu dis, qui portent l'œuvre jusqu'au bout, puis qui la font vivre, puis qui découvrent, puis qui développent plein de choses au travers de ça. Mais c'est intéressant justement
l'espèce de détachement que tu as à un certain point de comme. C'est un peu un enfant qui devient un adolescent, qui devient un jeune adulte, de comme vas-y, va vivre ta vie. Oh oui, ben c'est ça. Puis moi, tu sais, c'est comme parce que quand je dansais dans mes propres créations. Tu sais, j'ai Mhm. tourné énormément pendant 10 ans, puis je dansais dans mes propres créations. Puis t'arrêtes jamais de penser que c'est toi qui vas s'en sortir. C'est moi, il faut juste que, tu sais, sur scène, il faut que je fasse ci, puis ça, puis après, ça va fonctionner, puis ça va être malade, puis nanana. Puis non, finalement, quand tu es chorégraphe, il y a un certain moment que tu fais comme, mais c'est pas moi qui danse, fait que c'est vous. Fait que ça vous dit quoi? Moi, ça me dit quelque chose, mais pour vous, ça veut dire quoi? Puis la prochaine étape, c'est aussi le don aux spectateurs. Tu sais, les interprètes, il faut qu'ils lâchent prise aussi du fait que finalement, à long terme, c'est pas les interprètes qui portent le spectacle, c'est la mémoire du spectateur qui va le porter, qui va faire vivre cette œuvre-là dans l'univers, dans le cosmos. C'est eux qui vont parler du travail à long terme. Ouais. Fait même pour les interprètes, il y a un petit divorce qu'il faut qu'il se fasse, mais je trouve que vu que c'est les interprètes qui dansent, qui font vivre, qui font circuler ce travail-là, et c'est en tant que chorégraphe, c'est très rough, mais moi, ça me plaît beaucoup de dire ah, ça m'appartient plus, c'est à vous. Ah, cool. Ben maintenant qu'on s'est réchauffé un peu, qu'on a introduit tout ça, on rentre dans la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui. Tu as présenté une version live stream de ta plus récente pièce, Papillon. Mhm. Euh, Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Premièrement, c'est sûr que ça va être important puis pour moi de parler du contenu de cette pièce-là, mais je pense que je veux commencer par aborder un peu le contenant, là, le- comment ça s'est passé, parce qu'on a vécu une expérience. Mhm. Tu sais, moi, dans mon salon, j'ai vécu un spectacle de danse contemporaine. C'était une première. C'était pas quelque chose que je m'attendais à vivre un jour dans ma vie. Puis je pense que toi, en tant que chorégraphe, tu l'as vécu d'une manière, puis les interprètes aussi l'ont vécu d'une autre manière. Mais je pense que de dire qu'on a toutes vécu une expérience, c'est... premièrement, je trouve ça hallucinant l'adaptation que vous avez faite pour Ah, pouvoir merci. présenter ça au lieu de dire comme on reporte ou ah, on fera ça une autre fois. Vous avez fait comme non, on le fait quand même. Mhm. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée à la base du live streaming ou c'est on te l'a proposé ou c'est Ben, moi, je travaillais avec, c'était une coproduction entre moi et Densité. Mhm. Fait que c'est certain que cet été, on a fait beaucoup de réunions. Moi puis Sophie Corriveau, qui est la nouvelle directrice de Ouais. Densité. Euh, Puis Sophie était bien ouverte, elle était comme oui, est-ce que tu veux annuler? Est-ce que tu veux reporter? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis pour moi, c'était essentiel qu'on annule ou on ne reporte pas le spectacle parce que c'est un spectacle qui s'est créé, en effet, pendant le confinement. Ouais. Pour moi, il n'y avait aucune logique de vouloir reporter un processus qu'on avait vécu pendant le confinement pour attendre des bonnes conditions. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? C'était absurde de mon point de vue. Aussi parce que je savais que la PCU finissait cet automne, fait que je savais que j'avais une équipe d'interprètes, de musiciens, de techniciens, de concepteurs qui s'attendait à un salaire qui venait de mon spectacle. Fait que si je Mhm. reportais, tu sais, à un certain point, on ne peut pas tout reporter, tous nos salaires en 2021, 2022. Ouais. On a besoin de vivre maintenant. Fait que j'étais comme, je trouve pas que ça serait éthique de reporter complètement. Et vu qu'on était en coprod avec Densité, c'était super parce qu'eux, ils ont toute une saison, en effet, à considérer. Mhm. Et donc, l'idée est venue d'appliquer pour une bourse du calque pour ma production et celle d'Audrey Bergeron, qui était le premier spectacle dans la saison de densité en septembre. Euh, Vu que souvent, c'est des bourses qui ne sont pas juste pour le live streaming lui-même, mais aussi pour cette idée qu'on fait comme des tests de marché pour voir comment est-ce qu'on peut adapter des formes
pour s'ouvrir vers des nouveaux publics, puis comment utiliser des nouvelles technologies, une nouvelle plateforme pour aller chercher une plus large audience. Et donc, le fait de faire 2 spectacles, il y avait une logique, il y avait une cohérence. On essaie de faire une saison d'automne avec des live streaming. Audrey avait toujours prévu, depuis la COVID, de juste faire le live streaming. Fait qu'eux, ils ont fait 2 dates de live streaming. Dans mon cas, on espérait vraiment qu'on allait faire les 8 représentations publiques Oui, c'est ça, et le j'étais la live dernière streaming. seconde, était prévue. Oui, on a appris le 26 octobre qu'on n'ouvrait pas le 29 octobre. Tu sais, on s'attendait quand même à cette nouvelle-là, mais c'était quand même rough, là, apprendre le lundi qu'on n'ouvrait pas le jeudi, c'était pas mal rough. Mais c'est ça, pour moi, c'est essentiel. Bon, au moins, on a ce contexte-là de live streaming. Et non, le live streaming puis le live, c'est pas la même chose. C'est un autre enjeu. Il y a d'autres questionnements qu'il faut considérer. Il y a d'autres politiques, il y a d'autres regards. Je travaillais avec un co-réalisateur. Fait que c'est pas juste ma création, c'est une adaptation de ma Ouais. création. Mais en même temps, je trouve que l'équipe a été vraiment rigoureux, que toute l'équipe a été hyper considérant envers mon œuvre. Il n'y a personne qui est venu me dire on va faire ci puis ça avec ton show. Et mon co-réalisateur, Fred Brown, il était vraiment ouvert puis il voulait vraiment qu'on capture ma vision. Fait que c'était vraiment une belle collaboration. Puis je trouve le résultat, en effet, ça me surprend à quel point c'est touchant et que ça capte, je pense, l'esprit de l'œuvre et que, comme tu as dit au début, tu as l'impression d'assister à un spectacle, même si c'est sur ton écran. Ouais. Ouais. Parce que moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est que, tu sais, là, on parle pas juste d'un plan large de la scène, puis on voit, puis tu sais, un peu comme on est habitué en tant que spectateur, on est dans la salle, on voit tout, puis c'est nous qui décidons où est-ce qu'on va regarder. Là, dans un sens, la caméra décidait pour nous de où est-ce que notre regard allait. Non seulement ça, il y a des fois, j'étais comme, ah, mais ça, c'est des angles que j'ai pas nécessairement accès, même en tant que spectateur. Fait que j'ai vraiment quand même trouvé l'expérience intéressante, puis je me demande, est-ce que c'est quelque chose que tu poursuivrais même en temps de pas COVID? Euh, Absolument. Tu sais, je dis absolument en parenthèse, c'est très cher. Hein? C'est Ouais, très, très cher. j'en doute même pas, là. C'est très, tu sais, c'est ça, il y a toute la technique aussi, puis l'équipement, puis les personnes qui sont en arrière de tout ça, là, Oui. ça se fait pas. Écoute, il y avait 7 caméras, 2 jours de répétition avec 7 caméras, avec 4 caméramans, puis 3 caméras fixes. C'est une très grosse production, une immense équipe. Fait que, c'est compliqué, c'est cher, c'est stressant, mais absolument, je le referais parce que, parce que, premièrement, le résultat était super beau. Mais pour moi, plus important, parce que j'ai eu des retours de spectateurs partout au Canada, aux C'est États-Unis, ça. en Europe, puis du monde qui irait peut-être pas au théâtre. Mais vu que la pièce venait chez eux, ils se sont permis de prendre une chance. Ils se sont permis de se faire emporter par un univers chorégraphique. Ils ont vu des affaires que même moi, j'ai pas vues. Tu sais, j'ai des super beaux retours, des super beaux commentaires. Puis, j'ai l'impression que maintenant, c'est des spectateurs convaincus qui vont vouloir revenir en salle une fois qu'on ouvre encore. Et donc, j'ai l'impression que oui, le live streaming ne peut pas remplacer le spectacle vivant, c'est certain. Ouais. Mais en même temps, le théâtre, comme la plateforme web, c'est juste un outil pour nous aider à partager nos visions. Puis moi, je viens d'un background et en danse contemporaine, mais aussi en danse hip-hop. Puis le théâtre, c'est pas la seule plateforme sur laquelle on peut partager la danse. Tu sais, la danse se fait dans les centres communautaires, elle se fait dans les clubs, elle se fait dans les compétitions. La danse se fait un petit peu partout. Et donc, cette idée que le théâtre est la seule place que la danse devrait être partagée, je trouve que c'est quand même une perspective assez étroite.
Et finalement, ça ouvre juste d'autres portes, puis ça accueille d'autres spectateurs, puis ça nous permet de faire d'autres connexions. C'est pas pour dire qu'ils sont mieux ou pires, c'est juste qu'ils sont différents. Ouais. Parce que c'est ça aussi, pendant le live, on pouvait voir combien de personnes étaient connectées. Puis à un moment donné, il y avait à peu près 160 personnes. Mhm. Là, je ne sais pas c'était quoi c'est quoi la capacité de la salle, c'est de la chapelle que normalement c'est, mais tu sais, 160 personnes, c'est quand même beaucoup de personnes. Tu sais, c'est justement ça l'ouvre comme une possibilité d'avoir du monde, c'est beaucoup plus que dans une salle. Puis comme tu Ouais. mentionnais, d'avoir du monde qui sont de partout. Tu sais, je trouve que ça l'ouvre une porte. Comme tu dis, c'est jamais la vidéo pour remplacer l'expérience en vrai, Mhm. toute l'énergie qui peut se transmettre en vrai. Mais euh, je pense que ça a ouvert une porte justement dans le futur à exploiter quelque chose comme ça. Ouais. Puis oui, il y avait 160 personnes qui étaient au live stream, mais il y en a 120 qui sont restés pour la discussion après. Mhm. Puis ça, c'est du jamais vu. C'est vrai. Tu sais, et encore, je pense que c'est une question de confort. Quelqu'un qui n'est pas confortable, parce que c'est certain que le théâtre, c'est un lieu élitiste à la base. Mhm. C'est un lieu privilégié. Fait que c'est pas tout le monde qui va rester dans un théâtre après une représentation, assister à une discussion. Mais tu es chez toi, tu Ouais. es dans ton salon, tu es relax sur ton divan, puis tu écoutes la discussion pour mieux comprendre ce que tu viens de témoigner. Je trouve qu'il y a quelque chose de très riche là-dedans, euh, au niveau de la médiation culturelle Ouais. et au niveau aussi, pour moi, de l'échange humain. Mhm. Parce que ça met la valeur non seulement sur l'œuvre elle-même, mais le travail derrière et le discours autour et le discours entre spectateurs et artistes. Ouais. Et on Ouais. n'arrête pas de dire qu'on fait des spectacles vivants pour avoir un échange avec le spectateur, mais vraiment avoir un écran avant de nous, ce que les spectateurs puissent demander des questions, puis on les répond Oui. en vrai temps. Ça, c'est une nouvelle expérience, puis c'est super intéressant, je trouve. Oui, puis tu sais, comme tu dis, non seulement il y a peu de personnes qui restent normalement dans le théâtre à la fin pour la discussion, mais il y a encore moins de monde qui ose poser des questions. Mhm. Tandis que là, dans le chat, il y en avait beaucoup de questions, puis le monde, tu sais, veut pas, était moins gêné, puis c'était plus facile, c'était plus accessible de poser la question aussi. Fait que cet échange-là était aussi accentué par je sais pas, ce confort-là qu'on a. C'est sûr que des fois, être très confortable derrière son écran à commenter des affaires, on voit que ça peut mener, ça peut aller trop loin, là, mais, tu sais, dans ce cas-là, je trouve que, justement, encore une fois, ça ouvrait une porte à la discussion aussi. Ben oui, puis le chat, il était malade, là, le monde qui s'excitait, qui Oui! disait Hey, je suis là! Hey, moi aussi! Hey, t'es là, cool! Puis même, tu sais, j'avais quelqu'un qui avait dit Ah, ben, il y a quelqu'un qui a commenté sur les ombres dans le spectacle. Ah, il y a des ombres, puis c'est beau, puis moi, je l'avais pas vu. Fait qu'après, j'ai regardé les ombres, puis c'est vrai que c'était super beau. Fait que, Mhm. tu sais, ça donne peut-être des petites clés de lecture d'un spectateur à l'autre. Ouais, Fait que oui, tu sais, c'est dans le théâtre, on n'a pas le droit de tous parler pendant le spectacle, de dire c'est Hey, check, ça. c'est beau, hey, j'aime ça, ou Hey, c'est plate, hey, qu'est-ce qui se passe, je comprends plus. Tu sais, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de s'exprimer. Tandis que c'est ça dans des chats sur Internet. Oui, tu as raison, des fois, ça peut aller trop loin, mais dans ce contexte-là, que le monde puisse juste dire Je suis là, je m'amuse, j'aime ce que je vois. Qu'est-ce qui se passe? Tabarnak, c'était le fun, tu sais? C'est fait que ça désacralise un petit peu, puis ça rend plus accessible, puis plus ouvert à tous, cette expérience du théâtre. Puis moi, Mhm. c'est super important. Il faut qu'on ouvre. On a besoin en ce moment d'ouvrir nos espaces, d'ouvrir nos pratiques, de faire comprendre aux spectateurs, au public général, Mhm. public en large, c'est quoi notre métier? Parce Ouais. que, tu sais, j'ai eu plein de discussions autour du fait que mon spectacle était annulé. Le monde sont comme, ben, pourquoi tu le fais encore? Je suis comme, ben, parce que moi, ça fait 3 ans que je travaille dessus.
Fait que là, le gouvernement m'a dit 3 jours avant que je ne peux pas faire mon spectacle, mais est-ce que moi-même, je vais dévaloriser tout mon travail que j'ai fait pendant 3 ans pour dire, le spectacle est annulé, ça vaut rien. Mais non, ça vaut quelque chose. Notre travail vaut quelque chose. Puis moi, je voudrais voir cette opportunité-là de la COVID comme une opportunité d'inviter les spectateurs à comprendre notre métier, à Mhm. comprendre tout le travail derrière une production, puis à leur permettre de voir, puis avoir, oui, peut-être des petits clins d'œil du processus avant que ça soit parfait puis fini. Mhm. Parce qu'en ce moment, la perfection, puis ben, il n'y en a pas. C'est ça. Fait que de partager la partie imparfaite de ton processus, puis partager ton œuvre avant qu'elle soit finie, je trouve que c'est très riche, c'est très humain, puis je trouve que ça donne quelque chose au spectateur qui peut s'intéresser plus loin dans le travail qu'on fait. Ouais. Parce que aussi, tu le mentionnais justement dans la conversation après la représentation que Mhm. je pense que justement, tu remettais en question la valeur qu'on accordait au spectacle versus la valeur qu'on accordait au travail. J'ai Mhm. trouvé ça vraiment intéressant justement parce que dans tous les processus qu'on entreprend, c'est comme le point final, c'est le Mhm. spectacle, c'est la représentation, c'est de le montrer devant des gens. Mais tout le travail qui se fait pour se rendre là, justement, c'est quoi la valeur de ça? Comment on peut euh, lui redonner de la valeur, justement, ou montrer la valeur que ça a, parce que ça a une très grande valeur. Il y a comme tout un processus de transformation qui peut s'opérer pendant tout ce travail-là. Oui, puis on le sait tous, comme dans d'autres domaines, que c'est toujours le travail derrière, c'est le travail continu, c'est le travail à l'infini, c'est le travail rigoureux, c'est un travail physique. Tu sais, si tu achètes un T-shirt, c'est des êtres humains qui l'ont manufacturé. Mhm. Même s'il opère des machines, à un certain point, il y a un travail humain, physique, concret qui se fait. Et ces êtres humains-là, ils ont une valeur. Et en tant qu'artiste, oui, on a longtemps voulu juste partager notre travail une fois qu'il est fini, une fois qu'il est propre, une fois qu'il est Mhm. parfait. Mais tu le sais bien parce que tu travailles dans le domaine des arts que c'est jamais fini, c'est jamais parfait. Ouais. Puis le spectacle, souvent, c'est là qu'on est rendu quand il ne nous reste plus de temps ou plus d'argent. Fait que là, tu présentes ton show parce que c'est là. On est mardi, puis c'est le temps de présenter ton show. Fait que Mhm. c'est pas comme s'il est parfait. Tu sais, fait que cette idée-là qu'on a en tête que le spectacle, il faut qu'il soit fini, mais je pense que c'est une fausse idée. Ouais. Euh, et pour moi, j'étais comme, ben, tu sais, si moi, je ne peux pas valoriser mon propre travail, puis le travail de mes interprètes qui se donnent, mais au fond, qui travaillent fort, c'est un travail physique super exigeant, ce qu'ils font. Si on valorise juste le spectacle, on dit que tout le travail qu'ils ont fait, même pour se rendre au point dans leur carrière qu'ils sont capables de faire la proposition que je leur demande de faire. Tu sais, ça prend 20 ans d'entraînement pour se Mhm. rendre au point qu'on a été capable de faire ça. Ça a pris 1 an de répétition pour se rendre là. Fait que si le live stream, c'est tout ce qui vaut quelque chose, ben moi, ça ne m'intéresse pas de continuer dans ce milieu-là. Mhm. Donc, moi, il faut que je valorise mon travail. Moi, il faut que je valorise le travail de mon équipe. Et il faut que je communique cette valeur-là à un plus large public. Il faut que je leur permette de comprendre. Il faut que c'est sur moi, c'est ma responsabilité de donner des clés de compréhension, des clés de lecture, parce que c'est moi qui ai étudié en danse puis qui a fait 20 ans de carrière en danse. Fait que si je veux m'attendre que quelqu'un qui n'a jamais vu une œuvre de danse avant va vouloir s'intéresser, c'est à moi de tendre la main. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Ouais. Et en le faisant, je dis, hey, écoute, oui, mon spectacle est annulé, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Tu sais, un spectacle, je crée juste des spectacles parce que c'est tout ce que je sais faire. Comme j'ai étudié en danse, puis j'ai un bac puis une maîtrise en danse, puis j'ai pratiqué pendant 20 ans à construire des spectacles. En ce moment, on n'a pas le droit de faire des spectacles. Donc, mon processus peut mener à quoi? C'est-tu un live stream? Oui, c'est une option, mais aussi peut-être ça pourrait être un projet photographique. Ça pourrait être
une série de dessins. Ça pourrait être, un bouquin de poésie. Ça pourrait être, une belle discussion entre étrangers qui ont écouté le live stream, puis c'est leur retour qui devient œuvre finalement. Parce que c'est ça l'œuvre, le spectacle. Je sais pas la prochaine fois qu'on va avoir le droit de le faire. Mhm. Là, on me dit que je suis pessimiste, mais moi je me trouve réaliste, puis je pense pas qu'il va y avoir des spectacles Non, c'est ça. Faut. avant 21-22, tu sais? Fait que moi, mon travail va continuer. Fait que c'est à moi de choisir comment je vais le partager et c'est à moi de le partager si je veux rester comme en vie, puis pertinente, puis engagée avec un public. Mhm. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est comme une belle philosophie d'approcher puis d'aborder tout ça parce que, tu sais, souvent aussi, je pense que c'est une question que je me pose ou que j'ai posée justement à plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on fait justement pour tendre la main au public? Qu'est-ce qu'on fait pour se faire comprendre? Tu sais, parce que quand je parle de danse contemporaine, c'est du monde qui connaissent moins ça. C'est comme, ah là, moi, je comprends rien de cette affaire-là. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour qu'ils comprennent quelque chose? Puis c'est le fun de voir que toi, c'est ça. C'est cette forme-là que ça prend. Je trouve ça vraiment intéressant. Oui, parce que aussi, comme pour moi, l'art, en effet, c'est un lieu où ce qu'on peut se permettre et encourager l'idée de s'engager avec des affaires qu'on ne comprend pas. Tu sais, comme l'art, c'est une place esthétique, le fun, pour se dire, hey, moi, je vais essayer de comprendre quelque chose de compliqué. La danse contemporaine, je ne comprends pas. Mais écoute, je tends la main, je te prends la main, viens avec moi, on va regarder la danse contemporaine. Oui, ça va être bizarre, tu ne vas rien comprendre. Mais dis-moi ce que tu as compris. Ah, OK, on va discuter. Ah, OK, tu as vu ci, tu as vu ça. Ce que tu vois, c'est bien. C'est un univers poétique. Tu peux voir tout ce que tu veux. Mm. On est dans la dramaturgie du rêve. On n'est pas dans la vie de tous les jours. Mm. On est dans une place qu'on peut créer de la compréhension, de l'empathie, puis on peut se permettre à imaginer le monde de la façon qu'on voudrait le voir. L'art, c'est pas la vraie vie. Ouais. C'est une place où ce qu'on peut dire, hey, imaginons ensemble. Puis oui, c'est compliqué. Oui, je comprends pas. Oui, c'est un non-sens. Mais c'est le fun de faire cette gymnastique mentale-là, d'essayer de comprendre un non-sens. Puis pour moi, c'est vraiment la force de l'art. Et en ce moment, c'est l'importance de l'art. Parce Mhm. que en tant que société, on est en train de vivre un non-sens, mais complet. Mm. Ce qu'on est en train de vivre, il y a zéro logique, c'est atroce. Personne ne comprend qu'est-ce qui se passe. On a perdu tous nos points de repère. Fait que l'art nous permet d'apprivoiser tous les sentiments de malaise qu'on est en train de vivre dans un espace un petit peu plus safe que la vie de tous les jours. Mhm. Vraiment dire, hey, mes émotions fortes, je peux les mettre où à travers tout ça? OK, ils me font plus peur, j'ai compris un petit peu. Le show d'Hélène il était bizarre, mais la vie est bizarre aussi. OK, super. Je trouve ça vraiment beau ce que tu viens de dire. Je trouve que c'est une bonne réponse à la question à quoi servent les artistes. Mhm. Ouais. Oui, on est là pour, je crois, euh, puis on n'arrête pas d'entendre depuis le début de la pandémie qu'on est là pour faire du divertissement. Mhm. Puis ça, à chaque fois que j'entends un politicien dire merci les artistes pour le divertissement, hey, je suis pas capable parce que moi, je suis pas là pour mettre la poudre aux yeux. C'est ça. Moi, je suis C'est là pas. pour dire c'est difficile ce qu'on vit, c'est correct. Tu as le droit de pleurer, puis tu as le droit de rire 2 minutes après, puis tu as le droit de trouver de la beauté dans tout ce qui est terrible. Puis tu as le droit de rien comprendre. Je te donne 1 heure de ta vie que si tu comprends rien, il n'y a personne qui te juge. C'est C'est ça. correct. Puis on a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. C'est la raison que je crée, puis c'est la raison que je veux partager ce que je crée, je pense. Mhm. C'est super intéressant tout ce qu'on est en train de parler, j'adore ça. Je vais revenir un peu plus, j'ai des questions un peu plus Oui. techniques, mettons, par rapport à comment tout ça s'est passé. Euh, Premièrement, mettons le point de départ. L'idée, tu dis, c'est un projet qui a commencé il y a 3 ans.
il y a 3 ans, il n'y avait pas de pandémie, il n'y avait pas d'idée de pandémie, il n'y avait pas... Puis en fait, c'est quoi le point de départ de ce projet-là? Ben, Papillon, c'est venu en effet d'une discussion avec mon mari, Roger White, qui est aussi mon collaborateur artistique depuis Oui. 20 ans maintenant. Moi, avant, j'ai fait du break, j'ai fait du b-girling, du breakdancing pendant comme presque 20 ans. Mais j'ai dû arrêter à un certain point à cause de blessures chroniques. J'ai des problèmes de cou, puis j'ai dû arrêter de faire du break. Puis là, j'avais vraiment fait un détour dans ma carrière. J'avais fait une maîtrise, je pensais faire un doc, je pensais plus faire aller vers une carrière universitaire. Mais dans mes recherches chorégraphiques, je m'orientais plus vers la création contemporaine que de la création hip-hop. Mhm. Donc, je travaillais avec des danseurs contemporains. Puis c'était pendant la création de mon projet Idiot en 2017 que Roger, mon partenaire, m'avait dit, tu sais, quand les interprètes font la chorégraphie, ça ressemble à la danse contemporaine, mais toi, quand tu le démontres, ça ressemble encore à du break parce que c'est ça la technicité dans ton corps. Ouais. Et qui est comme, ah, ça serait super intéressant si tu travaillais avec des artistes, des interprètes qui avaient une formation en hip-hop au lieu Mhm. dans danse contemporaine. Fait que le premier essai qui a mené à Papillon, c'est que j'avais créé un solo pour Victoria McKenzie, qui est une big girl, où ce que j'avais repris du matériel de mon show Idiot, puis je l'avais retravaillé avec une interprète qui a un bagage aussi en break Mhm. pour, pour voir comment ça se déformait, puis comment la gestuelle pouvait aller dans d'autres pistes. Et finalement, le résultat était complètement différent que le Ben oui. spectacle original. Parce que pour moi, tu sais, c'est la singularité de l'interprète, puis ce Ouais. que l'interprète apporte à l'univers chorégraphique m'intéresse énormément. Mhm. Fait que je permets toujours aux interprètes de déformer un petit peu mon matériel. Fait que ça, c'était, tu sais, un premier jet qu'on avait fait pour Sans Luxe en 2017. Puis après ce projet-là, j'avais dit, ah wow, ça serait vraiment cool de faire le même processus, mais créer 3 solos pour 3 interprètes avec des formations différentes qui partaient d'un même point de départ de gestuelle. Et Mhm. je me disais, si je créais une banque de gestuelle, qu'après les interprètes pouvaient improviser avec, comment est-ce que ça se déformerait si je prenais une big girl, puis fait que j'avais Victoria qui fait du big girling, puis après j'avais Nindy Banks qui fait du hip-hop, puis McD Jean-Pierre qui fait du popping. Mhm. À partir d'une même base de gestuelle, comment est-ce que ce matériel-là peut se déformer pour créer 3 solos que, oui, ont des traces qui se ressemblent, mais en même temps vont dans des directions complètement différentes. Puis on s'est orienté un petit peu autour de concepts mathématiques tirés de la théorie du chaos pour orienter la recherche un petit peu avec cette idée, tu sais, de l'effet papillon, que si on fait un tout petit changement, ça peut avoir un résultat complètement différent. Et donc, Mhm. je me disais, le petit changement qu'on fait, c'est qu'on change d'interprète. C'est juste un tout petit changement, c'est une personne différente qui va Mhm. interpréter le matériel, mais à travers toute sa créativité, sa singularité, son univers poétique, comment est-ce que ce petit changement-là va amener un résultat complètement différent. Wow. Et que c'était ça l'idée à la base du projet. Et on avait, tu sais, un projet, ça prend très longtemps à mettre sur pied. Euh, pour arriver en studio, il y a souvent au moins 1 an, si pas 1 an et demi, de travail derrière, d'écriture de bourse, d'écriture de demande de résidence, Mhm. de doodle, d'essayer de trouver De un faire des horaire, horaires. des horaires, puis des horaires, puis des horaires qui ne fonctionnent pas. Fait qu'il y a tout un travail derrière. Juste le fait d'entrer en studio ensemble. Mhm. Il faut vraiment développer c'est quoi mon idée de base si je vais rentrer en studio avec du monde. Je veux parler de quoi, tu sais? Donc, on avait commencé la recherche en studio en janvier. C'est Puis ça, à vous la avez quand même eu un moment physique en personne ou est-ce que vous avez entamé dans l'espace le mouvement en personne? ouais, on avait eu 1 semaine, les 3 interprètes ensemble avec moi, ce que j'avais transmis une base de gestuelle. Puis Mhm. après, le plan était que j'allais travailler pendant 3 semaines avec chacun pour créer un solo pour chacun.
à partir de cette base de Mhm. gestuelle-là et qu'après, on allait revenir ensemble pour voir comment ces solos-là pouvaient peut-être faire trio dans un même Mhm. espace-temps. Euh, donc, j'avais fini la recherche avec Nindy Banks. Mhm. Et on avait genre le squelette d'un solo d'à peu près 20-25 minutes. J'étais pas mal contente. Je trouvais ça bien. J'étais comme, ah, c'est nice, c'est intéressant. Là, j'ai commencé la recherche avec McD. Puis en milieu de la recherche, le confinement, Tout a la arrêté. COVID. Oui, ah, OK, tout arrête. Fait que nous, on avait fini notre recherche sur Zoom en se disant, bon, on va finir les 2 dernières répètes, puis on va clarifier. Tu sais, avec McD, on avait vraiment clarifié des pistes d'improvisation, puis une structure d'impro plus qu'un solo écrit. Donc, je me disais, c'est correct, on est quand même dans la construction, on avance la chose. Puis là, on a attendu 2, 3, 4, 5, 6 semaines parce qu'on se disait, ça va finir bientôt. C'est Mais ça ça. Au début, n'a on pas avait espoir là, que ça dure pas si longtemps que ça, mais. fait que j'ai vraiment fait une grosse période de recherche sur Zoom avec Victoria McKenzie Mhm. pour développer une gestuelle à partir, ouais, à partir de la gestuelle que j'avais proposée dans un premier temps. On a vraiment déformé la gestuelle à travers des réunions Zoom. Mhm. Fait, dans le fond, c'est comme les interprètes dans leur salon qui essaient de se faire une place entre le sofa puis la télé, puis tu danses là, puis toi, au travers d'un angle 2D, tu essayes de travailler avec ça. C'était tellement crazy. Là, au début, Ariane, je te jure, au début, c'était difficile parce qu'au début, on se disait, tu sais, la danse, les arts vivants, c'est un lieu de connexion. Et donc, on n'a pas de connexion parce qu'on n'est pas ensemble. Puis là, finalement, on Mhm. s'est rendu compte euh, que souvent, en studio, qu'on est ensemble, on n'a pas de connexion anyways. Comme, on est paresseux. On se dit, on est ensemble, fait qu'on est connecté. Mais pour vraiment être connecté avec quelqu'un, quand tu le fais à travers un écran, il faut que tu sois comme vraiment à l'écoute de l'autre. Ouais. Il faut que tu fasses confiance à l'autre. Il faut que tu sois respectueux puis attentif. Euh, et donc, avec le temps, j'ai trouvé que les échanges que je faisais avec mes interprètes étaient beaucoup plus profonds qu'on ferait en studio. Et j'ai commencé de demander aux interprètes. Au début, je répétais juste avec un à la fois. Puis le plus que ça avançait, on était les 4 ensemble. Et j'étais comme, mais c'est pas juste moi qui va prendre des notes puis donner des feedbacks. On va Mhm. prendre des notes, on va être témoin à l'autre, puis on va nommer ce qu'on voit dans la danse de l'autre. Et des fois, on va voler ou s'approprier ce que l'autre fait qui résonne en nous. Mhm. Et des fois, on va se permettre de donner des qualités ou des mouvements à l'autre qu'il ne veut peut-être pas s'approprier, mais hey, toi, je te donne ça parce que je pense que ça t'appartient. Et donc, tout ce travail de vouloir se reconnaître dans l'autre, puis vouloir se transformer à travers le geste d'un autre interprète, ça a été un travail très, très riche. Wow. Et c'est certain que ça développe un type de gestuelle. On ne faisait pas des chorégraphies unisson 5, 6, 7, 8 dans l'espace. Non, c'est un peu plus complexe comme ça, là. Oui. Et donc, c'était vraiment finalement qu'on a eu la chance de revenir ensemble cet automne pour répéter. Je te dirais, c'était le plus gros défi. C'est comment faire vivre une gestuelle qui a surgi d'une intimité et dans un espace très restreint. Mhm. Comment est-ce qu'on peut faire vivre cette gestuelle-là dans un espace connecté à trois et avec le spectateur? Donc, oui, c'était un. Il n'arrêtait pas de me dire à quel point c'était difficile ce que je demandais. Mais je trouve qu'ils ont vraiment, c'est des interprètes qui sont à la hauteur de ce que je demandais. Puis c'était un pari réussi, de mon avis. Mais non, c'était très difficile de sortir de cette intimité-là, puis Mhm. cette zone de confiance-là pour l'ouvrir au monde. Ouais. C'est vraiment intéressant de voir
Ouais, tu sais, on s'attendrait pas que euh, Internet, Zoom, finalement, on est capable de connecter à un autre niveau qu'on ne fait pas tout le temps, justement, en présence ou en studio. Je trouve ça impressionnant. Ben, moi, je travaille beaucoup quand, tu sais, quand je suis pas chorégraphe, je travaille beaucoup comme répétitrice et puis dramaturge. Puis on a tellement rarement le temps en studio de lire toutes les notes qu'on a prises pendant une répète. Puis c'est tellement rare qu'on partage tout ce qu'on a vu avec Mhm. les autres euh, dans un espace de confiance, d'intimité où ce qu'on n'a pas peur de nommer, de se faire juger. Tu sais, c'était vraiment, il fallait vraiment qu'on laisse toutes nos façons de faire en studio pour apprendre puis s'apprivoiser à une nouvelle façon de faire. Puis moi, j'ai l'impression que j'ai développé beaucoup d'outils puis beaucoup de méthodes de travail que je vais garder, Mhm. qui vont me suivre dans mes prochains projets. Moi, le Zoom, là, ça me plaît énormément. Jusqu'à un certain point. C'est certain qu'il y Oui. a un travail qu'il faut qu'on fasse en personne parce que c'est de l'art vivant qu'on fait. Mais même au niveau, tu sais, si on répétait, c'était à un certain point en juin quand il faisait 40 degrés, puis il faisait trop chaud, on ne pouvait pas danser, mais c'est normal, on ne peut pas danser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on va lire des articles ensemble sur la mathématique. Puis je vais permettre à mes interprètes de m'expliquer ce que ça veut dire, au lieu de leur expliquer ce que ça veut dire. Ouais. Puis je vais prendre leur point de vue comme valide, puis je vais suivre leurs intérêts au lieu d'imposer les miens. Parce qu'ils Mhm. sont chez eux dans le salon, puis il fait 40 degrés. Ça leur tente pas, ça leur tente pas. Tu comprends? Ouais, non, Comme c'est ça. non. Fait que toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans ma proposition Flyer aujourd'hui? OK, c'est ça qui t'intéresse, let's go, on va te suivre. Tu sais? Fait que c'est super beau. Hmm. Wow. Puis ensuite, c'est ça, on t'a mentionné aussi, vous avez eu comme 2 jours de travail de chorégraphie avec les caméras. Oui. Ça aussi, c'est comme un autre aspect qui était comme pas prévu à la base, j'imagine, mais comment on travaille ça, une chorégraphie de caméra? C'est intense. C'est intense. Premièrement, c'est une des raisons que j'ai insisté, même si nos spectacles étaient annulés, on a fait le spectacle à tous les soirs prévus, tout le long du run, à La Chapelle, dans un théâtre vide, Mhm. parce que je voulais qu'on soit capable de voir toutes les faiblesses, toutes les lacunes, tous les problèmes, toutes les forces de l'œuvre avant de rentrer dans le travail avec les caméras. Hmm. Parce que je ne sais pas si tu as fait beaucoup de tournages de films ou de télévision, mais c'est stressant, c'est intense. Puis comme le danseur, c'est quasiment une machine. C'est comme un file d'ordinateur. Clique, t'es prêt, danse. OK, attends 10 heures. OK, clique, danse. Tu sais, c'est vraiment comme moi, mon expérience d'avoir travaillé sur plusieurs plateaux de films ou de vidéoclips dans ma carrière, c'est comme souvent la danse tombe aux côtés Ouais. à l'importance de la caméra. Fait que pour moi, j'étais comme c'est super important que la danse, puis le corps, puis la création qu'on a creusée pendant un an reste important. Mhm. Oui, il faut qu'on fasse des choix pour les caméras, parce que oui, on tombe dans l'image de, au lieu de juste l'expérience vécue. Mais pour moi, je voulais vraiment créer une expérience à travers cette image. Et donc, j'étais comme, il faut vraiment qu'on reste dans le travail physique, puis le travail physique reste le plus important, premièrement. Deuxièmement, c'est tout un travail qu'il faut faire pour la sécurité des danseurs. Parce Hmm. que Papillon, c'est une œuvre largement improvisée. Mhm. Oui, les paramètres de l'impro sont très, très clairs. Oui, le langage gestuel est hyper développé. Oui, les espaces qu'on travaille, les structures sont pas rigides, mais écrits. Mais il y a une grande part d'impro. Fait que là, si tu fais de l'impro, puis il y a un gars avec une caméra qui te regarde comme ça, ben il peut te piler dessus super vite. Ouais, c'est ça. Un accident est vite arrivé, comme on dit, hein? Oui, donc c'était super important qu'on fasse des choix et pour le bien-être de l'œuvre, puis pour le live stream, mais aussi pour la sécurité des danseurs, puis que les danseurs se sentent confortables, puis qu'ils puissent
aller jusqu'au bout de leur interprétation dans Mhm. ce contexte-là. On a répété, on a eu une journée et demie de répète, donc une journée complète le 4, où ce qu'on a fait en après-midi, je dirais comme une générale technique, on a fait un Q to Q. On a passé à travers les sections, puis on a travaillé avec les caméras. Cette section-là, ils commencent ici, ils vont jusqu'à là, le déplacement, c'est comme ça. OK, toi, tu peux rentrer ici. Ah non, tu peux pas rentrer, c'est trop loin. OK, on replace. Donc, on a vraiment fait section par section. Puis après, le soir, on avait enchaîné. L'enchaînement nous a montré que les sections, on les avait pas mal bien placées, mais les transitions, non. Ah. C'est souvent la lacune de la chorégraphie Mhm. anyways. C'est qu'on travaille très bien nos sections, puis comment ils vont ensemble, on laisse à la dernière minute. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est revenu le lendemain, puis il y a quelques sections puis quelques transitions qu'on a vraiment retravaillées pour après faire un autre run en après-midi le lendemain. Il y a des moments que les caméras sont vraiment sur le plateau avec les danseurs. Ouais. Et donc, ça, c'était super intéressant. C'était toute une négociation parce que je travaillais avec un, tu sais, c'est moi et Frédéric Braun qui ont Mhm. co-réalisé. Donc, lui, il a toute une relation avec son équipe de caméramans, puis moi, j'ai une relation avec les danseurs. Fait qu'on essaie d'amener ces deux relations-là ensemble pour leur parler à travers des clear-com pour que le tout se fasse de façon magique sur le Mhm. plateau. Fait qu'il y avait une super discussion où on voulait que les caméras montent sur scène pour faire des cercles avec les danseurs, puis qu'ils rentrent dans l'univers des danseurs, puis ils cerclent avec. Là, les danseurs étaient super stressés parce qu'ils sont comme, on ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer, est-ce qu'il va me piler dessus, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'étais comme au caméraman, ben, tu peux-tu donner un cue physique? Hein? Non. J'étais comme, ben, faut que tu lui montres là à la fille que tu vas monter sur scène avec, parce que sinon, tu vas la piler dessus. Il est comme, c'est vrai. Fait qu'il y avait vraiment des belles discussions autour comment est-ce que oui, ça va. Oui, ton directeur, ton réalisateur, il t'a dit va maintenant. Mais en même temps, va maintenant, puis comment est-ce que tu peux rendre évident à la personne avec qui tu joues sur scène que vous entrez en relation. Mhm. Donc, finalement, j'ai trouvé que ça donnait vraiment l'impression qu'il n'y était pas juste 3 danseurs puis 3 musiciens, mais aussi 3 caméramans Qui qui faisait vivaient vraiment dans cet univers-là. partie. Ah, c'est full intéressant. Oui, ouais, ouais. Donc, c'était vraiment un gros travail. Il y avait des belles discussions, des belles découvertes. Il y a vraiment des choix qui se sont placés très vite à cause des caméras, qui sont des choix qu'on va garder dans la création parce que c'était bien pour la proposition. Il y en a d'autres qu'on a fait pour la journée même que je vais laisser de côté par après. Tu sais, il y a des choix qu'on a faits pour les caméras qui ne sont pas les choix qu'il faudrait faire pour le live, Mhm. une fois qu'on peut le faire en live. Mais oui, je pense que c'est comme. Et je pense qu'il y avait tout un travail super intéressant pour moi de travailler avec un co-réalisateur. Il fallait vraiment que je fasse confiance à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse comprendre ma vision, Mhm. puis la traduire dans un langage qui pouvait parler à une autre discipline. Tu sais, parce Ouais. que dès que tu travailles avec la vidéo ou le film, tu es dans une autre discipline Mm. qui a d'autres enjeux, qui a d'autres valeurs. Il disait des fois, ah, c'est pas beau. Je suis comme, non, mais attends, c'est beau. Tu sais, toi, tu parles du point de vue de la télévision. Moi, je parle du point de vue de la danse. Mhm. Du point de vue de la danse, c'est pas plate, c'est beau. Reste. Puis des fois, j'étais comme, OK, je le comprends. Pour une captation, il faut que ça bouge. Si on fait juste un plan large, c'est vrai que c'est plate pour Ouais. le spectateur. Fait que ce va-et-vient-là entre deux disciplines puis deux visions artistiques, je trouve, a créé finalement un produit ou une création qui, oui, est visuelle, mais en même temps crée une expérience que je vois au-delà du deux-dimensionnel puis de l'image. Je trouve qu'on a réussi à créer quelque chose qui donne au moins l'impression d'avoir vécu un vrai spectacle, Mhm. puis de cette sensibilité-là de l'échange dans le vrai temps Mhm. avec les interprètes. Ouais. Je suis 100% d'accord, moi aussi. Tu sais, de mon point de vue, justement, de téléspectatrice dans mon salon, je me suis vraiment sentie dans l'univers des interprètes. Justement, tu sais, comme je t'ai mentionné plus tôt, le fait que des fois, on était dans des angles que j'aurais même pas accès Mhm. en tant que public dans la salle en vrai.
Puis il y avait beaucoup, justement, comme tu disais, il y avait beaucoup de mouvements, puis ça l'a rendu ça vivant, malgré le fait que, justement, ce soit en vidéo. Je trouve que c'est très réussi. Puis c'est ça, tu sais, je trouve qu'il faut, ben merci, premièrement, parce que moi aussi, je trouve que c'est réussi, fait que c'est le fun. Mais c'est ça, tu sais, il faut qu'on arrête. Non, il ne faut pas qu'on arrête. Je comprends qu'il y a plein d'artistes qui ne veulent pas embarquer là-dedans. Je comprends. C'est énorme. C'est énorme. Il y a beaucoup de techniques puis de questions techniques qu'il faut s'apprivoiser très vite, qui ne font pas partie du tout de notre formation. Il y a aussi vraiment des grosses questions légales qu'il faut aborder, genre comme faire un spectacle vivant puis faire un enregistrement d'un spectacle, c'est pas la même chose. À qui appartient l'enregistrement? S'il y a des interprètes sur l'image, est-ce qu'ils ont des droits de suite? S'il y a de la musique sur l'enregistrement, y a-t-il des droits de suite? Est-ce que c'est un document qui peut être diffusé à l'infini sur l'Internet, puis tout le monde a accès à n'importe quoi, ou est-ce qu'on se dit non, c'est seulement sur certaines plateformes à certains moments? Il y a plein de discussions qu'il faut qu'on entende, même avec les concepteurs. Tu sais, la conceptrice de costumes, de scénos, d'éclairage. Tu sais, est-ce qu'eux, ils sont d'accord? Ils se sont engagés pour faire un spectacle théâtral? Est-ce qu'ils s'engagent pour faire un projet d'audiovisuel qui va être diffusé sur le web? Tu sais, c'est des questions qu'il faut vraiment aborder. Je pense que c'est important qu'en tant qu'artiste, on ne mette pas tout notre contenu sur l'Internet gratuitement à l'infini. Et en même temps, je pense que c'est super important qu'on arrête de se dire « Ah, c'est pas pareil, fait que c'est nul. » Mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Mais est-ce que c'est nul parce que c'est pas la même chose? Non. Puis est-ce que le milieu de la scène était parfaite, puis judicieuse, puis inclusive à tous les créateurs qui veulent avoir accès à un plateau? Non. Et donc, est-ce qu'avec l'Internet, il y a un certain niveau de démocratisation qui peut se faire, qui peut laisser de la place à une pluralité de voix, de visions, de façons de faire? Oui. Et est-ce qu'on tombe tout de suite dans... Je ris des fois, tu sais, quand je vois, mais on est des grosses institutions à vouloir faire des live streaming puis être comme super content si on a 200 personnes, mais comme une vidéo YouTube qui a moins d'un million, c'est nul. Tu sais? Fait que là, est-ce qu'on embarque dans des plateformes puis des façons de faire sans comprendre les paramètres ou les règles de ces plateformes-là? Puis on se trouve bon parce qu'on a eu comme « Ah ouais, j'ai 200 spectateurs! » Comme c'est rien, tu sais, sur TikTok. Fait que c'est ça, je trouve qu'il y a plein de questionnements qui sont hyper intéressants, puis il faut juste qu'on se dise, mais on est rendu là, c'est ça la réalité. La radio est sortie de la Première Guerre mondiale, la télévision de la Deuxième. Fait qu'il va y avoir une nouvelle forme qui sort de ce qu'on est en train de vivre, collectivement, globalement. Il va y avoir des nouvelles formes, puis des nouvelles façons de faire, puis des nouvelles esthétiques, des nouvelles écritures. Puis je me dis, soit on l'accepte ou on reste chez nous pendant les prochaines 3 années à pleurer qu'il n'y a pas de show. Puis moi, ça m'intéresse de continuer de créer, puis continuer de vivre ma vie. Même si ce n'est pas la vie que je voulais vivre, c'est celle que je suis en train de vivre, tu sais. Wow! Mais c'est le fun de voir que tu t'adaptes au monde dans lequel tu es. Tu sais, c'est pas, comme tu dis, c'est pas le fun, ce qu'on vit en ce moment. C'est pas nécessairement ce que tu voulais faire, mais tu t'adaptes, puis tu es ouverte à ce changement-là, puis tu l'accueilles, puis je trouve ça vraiment... je trouve ça beau. Bien, c'est que, tu sais, puis j'arrête pas de le dire en ce moment, c'est peut-être mon mantra, mais comme la seule, tu sais, c'était super drôle quand le show il était annulé. La journée que notre show il était annulé, le 26 octobre, j'ai eu plein de demandes d'entrevue. Ouais. Puis tout le monde voulait savoir si j'étais déçue. Puis j'étais comme, ben non, je suis pas déçue. Tu sais, je suis fâchée, je suis triste, je suis en tabarnak. Je suis pas certaine de ce que je fais de ma vie, mais déçue, non, parce que être déçue, ça veut dire que tu n'es pas capable d'accepter la réalité puis tu t'attaches à tes attentes. Mais la vie, c'est pas tes attentes. La vie, c'est la réalité.
Fait que là, on est en train de vivre quelque chose, puis c'est ça, genre, c'est ça qu'on vit. Puis oui, il y a des jours que je suis fâchée, oui, il y a des jours que je comprends plus, je suis enragée, je crie dans le vide. Il y a des jours que je pleure, il y a des jours que je suis mort de rire parce que c'est tellement absurde les règlements du gouvernement. Il y a des journées que je suis bien traumatisée par des amis qui ont perdu leurs parents. Tu sais, c'est comme, c'est tellement compliqué, mais je peux pas être déçue parce que c'est ma vie, puis je suis en train de vivre. Mm. Et donc, il faut que je me dise, là, la création, le papillon que je voulais créer il y a 3 ans, ou même en janvier 2020, ou Mm. même le 11 mars 2020, ce papillon-là, il n'existe plus, il est mort. Et donc, oui, je fais mon deuil. Oui, c'est triste que la vision que j'ai eue n'est pas celle qui a abouti, mais en même temps, je trouve ce on a réussi à faire est très beau. Et parle beaucoup à qu'est-ce qu'on vit, sans que ça soit un spectacle COVID. C'est pas un spectacle COVID pantoute, mais ça parle énormément de qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Et ça, je trouve que je suis très fière de cet aspect-là, qu'on a réussi à créer quelque chose que, oui, va au-delà du divertissement, nous parle vraiment des émotions, Mhm. des expériences, des pensées qu'on est en train de vivre à travers un univers plus poétique au lieu de littéral ou de narratif. Mhm. Ben, justement, ça m'amène à te demander, tu as déjà répondu un peu à la moitié de ma question de finalement, cette pièce-là, qu'est-ce que ça porte? Sans dire un peu le message que la pièce a, c'est sûr que c'est teinté énormément de ce processus-là qui était hors norme, qui était pas qui était tout nouveau. J'imagine que ça porte énormément beaucoup de l'ambiance actuelle. Mais est-ce Mhm, que pour toi, c'est quoi? Il y a autre chose aussi. mhm. Pour toi, c'est quoi que ça porte aussi? Mais en effet, je trouve que peut-être Papillon, autant le processus que le spectacle lui-même m'a permis d'apprécier à quel point c'est important d'être euh, fort dans sa compréhension de soi-même pour être plus engagé dans sa collectivité. Mm. Oui, il faut qu'on soit individuel, mais en sachant que nos gestes ont un impact sur ceux autour de nous. Wow. Et ici, dans le contexte de cette création, mon geste a un impact sur ta capacité de jouer ce jeu chorégraphique, improvisé. Donc, oui, mais en même temps, moi, il faut que je sois claire dans ce que je fais. Puis je ne peux pas me questionner parce que tu te questionnes. Si tu te questionnes, il faut que je sois là, puis il faut que je sois capable de t'aider avec ton questionnement. Fait que c'était vraiment ça, l'entraide, puis la collaboration, puis l'importance et de l'individu et de la collectivité est ressortie énormément pour moi dans cette œuvre. Et je pense que l'autre chose que j'ai vraiment compris à travers ce processus, c'est que le sens d'une œuvre ou le sens de la vie n'est pas une chose qu'on peut comprendre dans le moment présent. C'est une chose qui se clarifie puis qui se tisse avec le temps. Puis que le sens, finalement, n'est pas linéaire, mais tissé. On prend toutes nos expériences, on prend tout ce qu'on a vu, ce qu'on a senti, ce qu'on a entendu, et on se crée un sens qui devient évident avec le temps. Mm. Donc, je crois avec Papillon qu'on a fait, oui, un live streaming, 7 représentations en salle en avant de personne. Euh, et c'est une représentation qu'on a choisi d'annuler parce qu'on est comme non, la première, on ne va pas la danser parce que c'est notre première. Puis on veut juste être ensemble, Mhm. s'apprécier au lieu de faire un show. Et toutes ces expériences-là, donc, qui ont été étendues sur ce 2 semaines, mais même en tout sur un 7 semaines cet automne qu'on est en création, le sens de cette expérience-là va se cristalliser peut-être pour moi ou peut-être pour les spectateurs en 2 semaines, en 2 mois, en 2 ans. Et le sens, une fois qu'on l'a compris, va être hyper clair. Une fois qu'on le comprend, on va le comprendre. Mm. Mais j'ai pas besoin de me casser la tête que quand je suis en train de vivre quelque chose,
je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est par après, avec un recul, que je vais pouvoir comprendre. Fait que juste de me permettre d'être ouverte à tout ce qui arrive, à tout ce qui se passe. Et je l'ai dit souvent pendant la pandémie, Papillon m'a appris à accepter les choses que je ne peux pas en changer, puis changer les choses que je ne peux pas accepter. Mm. Et c'est tout. C'est tout. Finalement, c'est un travail autant chorégraphique qu'un travail humain, puis un travail de vie à long terme. Wow! Mais je trouve ça super inspirant, puis j'adore tout ça. Je trouve c'est une belle manière de conclure aussi. Ben, je sais pas, parce que je ne veux pas non plus étirer trop le temps. Là. J'ai une soirée à vivre aussi, là, mais y aurait-tu quelque chose que tu voudrais aborder que je t'ai pas posé comme question avant qu'on termine? Et je veux juste le dire comme je le répète, puis je le répète, puis je le répète, puis je pense que c'est important à dire. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment en tant que société, c'est un deuil collectif. On est en train de vivre la première fois que tout le monde, en même temps, a eu la table flippée, puis c'est le bordel, puis on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Puis là, on veut que ça revienne à la vie normale. Puis ça, c'est normal. Mais il faut qu'on se permette ce temps de confusion, il faut qu'on se permette ce temps de chaos, il faut qu'on se permette, il faut qu'on se dise c'est correct que ça ne va pas bien. Ça va bien aller, là, c'est fini, c'est correct, ça va pas bien. Mais dans tout ce chaos-là, il y a du beau. À tous les jours, je me dis, il faut que je trouve la beauté, il faut que je trouve la lumière, il faut que je trouve des choses qui me disent que ça vaut la peine. Puis oui, c'est injuste, oui, c'est plate, oui, c'est terrible, c'est pas le fun. My God, c'est qui veut vivre ça, ce qu'on est en train de vivre? Il n'y a personne qui veut vivre ça, mais en même temps, c'est notre vie. Puis il faut vivre notre vie, il faut se dire, il y a du beau, il y a du potentiel, puis on peut, en tant qu'artiste, se permettre à encore rêver. Puis on peut se permettre à aider ceux qui sont dans le désespoir de continuer de rêver. Puis c'est à travers ces rêves-là qu'on va construire une société puis une réalité qui va, j'espère, être mieux qu'avant. Moi, je ne veux pas qu'on revienne comme avant. Je veux qu'on revienne mieux qu'avant. Fait que moi, je me dis, mon travail d'artiste, c'est vraiment d'aider ceux qui se sentent perdus, puis de donner un espace où on peut rêver ensemble pour imaginer le monde de la façon qu'on voudrait qu'il soit à travers tout ça. Fait que c'est tout. Si ça va pas bien, c'est correct. Mais on va y arriver. Tu sais, c'est ensemble qu'on va y arriver. Ouais, C'est vraiment ensemble. j'adore ça. Je pense que c'est mon nouveau mantra à partir de maintenant. Wow, ben merci tellement pour ce moment-là, Hélène. C'est super apprécié que tu aies embarqué dans mon projet de confidence puis qu'on ait pu parler de cette expérience-là. Ben, Ariane, c'est un gros plaisir. Je pense que c'est super important ce que tu fais. C'est super important qu'il y ait des plateformes qui amènent des nouvelles visions, des autres façons de faire, puis qui nous sortent juste de l'entrevue de 7 minutes Ouais. capitaliste, tu sais. Ouais. Ben merci. Puis c'est un projet justement qui me tient à cœur puis qui me garde connectée aussi justement avec le milieu de la danse en ce moment là. J'adore ça. Oui. Mais Merci. je pense qu'on va trouver qu'on a peut-être des meilleures connexions après tout ça qu'on avait avant, j'espère. J'espère aussi. Oui. Merci. Merci.